Le soleil matinal effleurait à peine les marches de marbre de la propriété lorsque la petite silhouette apparut. Des nattes blondes légèrement en désordre à cause du sommeil, un sac à dos rose et violet serré fort contre elle, un uniforme scolaire net mais usé. Elle se tenait au bas du grand escalier, les yeux grands ouverts, effrayée, cherchant. Elle s'arrêta devant lui. L'homme que sa mère lui avait dit de ne jamais déranger. L'homme avec des tatouages qui grimpaient sur son cou comme des secrets sombres. L'homme dont le nom faisait hésiter même les capitaines de police. Un parrain de la mafia. Gabriel Moreau descendait de sa Mercedes noire lorsqu'elle tira sur la manche de son costume cher. « Monsieur Moreau, monsieur », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Pouvez-vous s'il vous plaît m'accompagner à l'école aujourd'hui ? Je ne me sens plus en sécurité. » Toute son équipe de sécurité se figea. Son chauffeur, Marc, s'immobilisa la main à mi-chemin de la portière. Même le jardinier de la propriété, qui taillait les haies à 10 mètres de là, sembla cesser de respirer. Personne n'approchait Gabriel Moreau comme cela. Les gens lui demandaient de la clémence ou des faveurs qu'il mettrait des années à rembourser, lui demandaient pardon pour des erreurs qui se terminaient généralement dans des fosses peu profondes, mais jamais cela. Jamais de la protection. Jamais de la part d'un enfant qui aurait dû être invisible. Il s'agenouilla lentement, ses mains tatouées posées devant lui, sa voix basse et prudente. « Pourquoi n'es-tu pas en sécurité, petite ?» La petite fille, Élodie, hésita, ses petits doigts serrant plus fort les bretelles de son sac. Puis elle pointa du doigt de l'autre côté de la rue, au-delà des grilles en fer de la propriété. Un homme se tenait là, la regardant depuis l'abri d'une camionnette garée, les mains enfoncées dans ses poches. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire qui faisait crier au danger l'instinct des enfants. Le propre pouls de Gabriel fit un bond, aigu et froid, car il reconnut cette posture, cette immobilité de prédateur. Le réseau d'Antonio Rossi, un trafiquant, un prédateur qui avait testé les limites de son territoire. Un homme qui voyait les enfants non comme des innocents, mais comme du stock. La voix d'Élodie brisa de nouveau le silence, petite mais courageuse. « Je veux juste aller à l'école aujourd'hui sans qu'ils me suivent encore. » Derrière eux, Sophie Lambert se précipita dehors, son uniforme de femme de ménage encore mal ajusté, l'horreur peinte sur son visage. « Élodie, je suis tellement désolée, monsieur Moreau. » Elle ne voulait pas. Mais Gabriel leva une main, la réduisant au silence sans détourner le regard de la petite fille. La fille de la femme de ménage, 8 ans, se tenant là où elle n'avait pas le droit de se tenir, demandant ce qu'elle n'avait pas le droit de demander. Et pourtant, elle était là, choisissant le courage plutôt que l'invisibilité, parce que la peur avait finalement pesé plus lourd que toutes les barrières sociales que sa mère lui avait appris à respecter. Le parrain de la mafia se releva, et ce qu'il fit ensuite, en plein jour, sur les marches de sa propre propriété, devant son équipe et le prédateur qui observait de l'autre côté de la rue, allait briser toutes les règles non écrites entre employeurs et employés, entre les puissants et les sans-pouvoir, et déclencher une guerre qui le forcerait à choisir entre son empire et son âme. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la vérité derrière le courage de cette petite fille et la décision du parrain vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de commenter pour nous dire d'où vous regardez. Maintenant, commençons. Elle s'appelait Élodie Lambert, 8 ans, fille de Sophie Lambert, qui travaillait comme femme de ménage dans la propriété de Gabriel Moreau depuis 3 ans, née dans un monde où les enfants des employés de maison apprenaient à être invisibles, à ne parler que lorsqu'on leur adressait la parole, à ne jamais rien demander aux puissants, ou les mères. Apprenaient à leurs filles que survivre signifiait connaître sa place. Et cette place était toujours en arrière-plan, toujours silencieuse, toujours reconnaissante pour les miettes de sécurité qui vous tombaient dessus. Élodie vivait avec sa mère dans les modestes quartiers du personnel derrière la demeure principale, où les sols en marbre laissaient place à des carreaux simples, où les grands lustres devenaient des ampoules basiques, où le monde de la richesse s'arrêtait à une ligne très claire. Sophie travaillait 12 heures par jour à maintenir ce manoir parfait, polissant des sols qui coûtaient plus qu'une année de son salaire, arrangeant des fleurs dans des vases valant plus que son loyer mensuel, servant des invités qui n'apprenaient jamais son nom. Mais depuis 3 semaines, Élodie parlait à sa mère de l'homme, celui qui l'attendait près des grilles de l'école chaque matin, celui qui la suivait sur les 6 pâtés de maison entre la propriété et l'école élémentaire Jules Ferry. Celui qui connaissait son nom alors qu'elle ne lui avait jamais adressé la parole, qui lui souriait avec des yeux qui lui faisaient mal au ventre. Qui devenait plus audacieux chaque jour, se rapprochant, s'attardant plus longtemps. Sophie avait signalé cela à la police à 5 reprises. 5 fois, l'officier Martinez avait pris des notes, avait hoché la tête avec sympathie, et avait expliqué que sans preuve d'un contact ou de menace réelle, il ne pouvait pas enquêter.
Les enfants ont une imagination active, mademoiselle Lambert, avait-il dit, pas méchamment, mais fermement. Parfois, ils interprètent mal des adultes sympathiques du quartier. Le sous-texte était clair dans ses yeux, dans son ton. Les préoccupations d'une femme de ménage n'ont pas le même poids que celles des autres. Revenez quand quelque chose se sera vraiment passé. Mais Élodie savait ce qu'elle voyait. L'homme n'était pas sympathique. Il chassait. Et chaque matin, la chasse devenait plus audacieuse, plus proche, plus dangereuse. Et ce matin-là, la peur lui avait finalement donné un courage que les barrières sociales ne pouvaient plus contenir. Élodie Lambert avait appris les règles de l'invisibilité avant d'apprendre à lire. Règle 1, ne jamais croiser le regard de M. Moreau ou de ses associés. Règle 2, si vous voyez quelque chose se passer dans la maison principale, vous n'avez rien vu. Règle 3, ne parlez que lorsqu'on vous adresse la parole, et même là, gardez vos réponses courtes et polies. Règle 4, la plus importante, ne jamais, au grand jamais, demander quoi que ce soit à l'homme qui possédait tout. Sa mère, Sophie, lui avait inculqué ces leçons avec la ferveur désespérée de quelqu'un qui savait exactement à quel point leur sécurité était fragile. Nous avons de la chance d'être ici, ma chérie, chuchotait-elle en tressant les cheveux d'Élodie chaque matin dans leur petit logement. Chance d'avoir un toit sur nos têtes, de la nourriture sur notre table. Monsieur Moreau paie des salaires corrects, ne touche jamais le personnel de manière déplacée, ne hausse jamais la voix. C'est rare dans notre monde. Alors, nous restons silencieuses. Nous restons reconnaissantes. Nous restons invisibles. Invisibles. C'est ce qu'Élodie avait été pendant 3 ans, se déplaçant dans la propriété comme un fantôme. Elle avait perfectionné l'art de se plaquer contre les murs lorsque M. Moreau passait, de baisser les yeux vers ses chaussures lorsque ses hommes se réunissaient dans le hall, de devenir si petite et silencieuse que les gens oubliaient son existence. Mais l'invisibilité ne fonctionnait qu'à l'intérieur des murs de la propriété. À 6 pâtés de maison de là, à l'école élémentaire Jules Ferry, Élodie était visible. Trop visible. Depuis 3 semaines, elle sentait son regard sur elle. L'homme avec la camionnette et le sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Au début, elle avait pensé que sa mère avait peut-être raison à propos de son imagination. Peut-être voyait-elle du danger là où il n'y avait que coïncidence. Mais ensuite, il avait commencé à apparaître à différents endroits sur son trajet. Près des grilles de l'école le matin, près de l'épicerie du coin où elle achetait parfois des bonbons avec son argent de poche, à l'extérieur des grilles de la propriété quand elle rentrait. Toujours à l'affût, toujours souriant, ne s'approchant jamais, mais se rapprochant chaque jour comme s'il testait les limites, mesurait sa peur. La semaine dernière, il lui avait parlé. Juste 2 mots alors qu'elle passait en hâte. Bonjour, Élodie. Elle ne lui avait jamais dit son nom. Cette nuit-là, elle avait tout raconté à sa mère, la voix tremblante, les larmes aux yeux. Sophie l'avait serré très fort et avait promis de faire cesser cela. Elle était allée au commissariat après son service, encore en uniforme de femme de ménage, et avait déposé une plainte auprès de l'officier Martinez. Cet homme a-t-il touché votre fille, mademoiselle Lambert? Non, mais... L'a-t-il menacée directement? Non, mais... Il connaît son nom alors qu'elle ne lui a jamais. Les enfants ont une imagination active. Parfois, ils interprètent mal des gestes amicaux d'adultes du quartier. Sans preuve d'un comportement criminel réel, il n'y a rien que nous puissions enquêter. Sophie était revenue 4 fois de plus. 4 variations supplémentaires du même rejet. Les yeux de l'officier s'attardaient toujours sur son uniforme, sur ses mains calleuses, sur l'adresse qu'elle donnait. Les quartiers du personnel, pas la résidence principale. Son message était clair sans qu'il ne le dise jamais directement. Les gens comme vous n'ont pas la même protection que les gens comme eux. Mais ce matin-là, quand Élodie regarda par leur petite fenêtre et vit l'homme debout en face des grilles de la propriété, ne se cachant plus, ne faisant plus semblant, juste debout là à l'attendre comme une araignée dans sa toile, elle fit un choix qui brisa toutes les règles qu'on lui avait jamais enseignées. Certaines choses étaient plus terrifiantes que de briser les règles. Certaines choses valaient la peine de tout risquer, même si cela signifiait s'approcher de l'homme que sa mère craignait plus que tout prédateur dans la rue. La matinée du 18 octobre commença par le son de la toux de sa mère. Pas la toux polie, étouffée, que Sophie utilisait quand elle essayait de cacher qu'elle était malade. C'était une toux profonde, rauque, le genre qui secouait tout son corps et la laissait haletante. Élodie la trouva dans leur petite kitchenette, déjà habillée de son uniforme malgré la fièvre qui colorait sa peau sombre, malgré la façon dont elle devait s'agripper au comptoir pour rester debout.
Une casserole de flocons d'avoine oubliée sur la cuisinière, à peine touchée. Maman, tu es malade. Je vais bien, ma chérie. La voix de Sophie était rauque, peu convaincante. Juste un petit rhume. Il faut que je t'emmène à l'école. Et je dois préparer le dîner de ce soir. Le sénateur Dubois vient. Et Madame Lefebvre a besoin d'aide avec. Une autre quinte de tout la coupa. Élodie regarda sa mère lutter pour respirer et sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Sophie Lambert n'avait jamais manqué un jour de travail en 3 ans. Pas quand elle avait une gastro. Pas quand elle s'était foulée la cheville dans l'escalier de service. Pas même quand Élodie avait été hospitalisée pour une pneumonie l'hiver dernier. Parce que manquer le travail signifiait être remplaçable, et être remplaçable signifiait tout perdre. Je vais y aller seule aujourd'hui, maman. Les mots sortirent avant qu'Élodie ne puisse y réfléchir à 2 fois. Repose-toi. Je promets d'aller directement là-bas et de revenir directement. Les yeux fiévreux de Sophie se remplirent de larmes. Ma chérie, non. Cet homme. Je serai rapide. Je resterai là où il y a du monde. Élodie était déjà en train de saisir son sac à dos, déjà en train de pousser sa mère vers leur petite chambre. S'il te plaît, maman, tu as besoin de dormir. Sophie était trop faible pour discuter. Elle laissa Élodie la guider jusqu'au lit. Laissa sa fille tirer la fine couverture jusqu'à son menton. Directement là-bas, directement ici, chuchota-t-elle. Et si tu le vois, tu cours. Tu cours et tu cries et tu. Je le ferai. Je promets. Mais quand Élodie sortit des quartiers du personnel dans l'air frais du matin, ajustant les bretelles de son sac avec des mains tremblantes, elle le vit immédiatement. Il ne se cachait plus. Il se tenait directement en face des grilles de la propriété, adossé à sa camionnette comme s'il possédait la rue, comme s'il avait attendu spécifiquement pour elle. Quand leurs yeux se rencontrèrent, son sourire s'élargit. Pas le sourire de quelqu'un de sympathique, le sourire de quelqu'un qui a enfin acculé sa proie. Les pieds d'Élodie refusèrent de bouger. Son souffle resta coincé dans sa gorge. Les 6 pâtés de maison jusqu'à l'école s'étendaient devant elle comme 6 kilomètres. Chaque ombre, un endroit potentiel pour se cacher. Chaque coin, un piège. Elle pouvait retourner à l'intérieur, réveiller sa mère malade. Forcer Sophie à choisir encore une fois entre son travail et la sécurité de sa fille. Ou elle pouvait crier. Mais qui l'entendrait? Qui s'en soucierait? La fille d'une femme de ménage criant à propos d'un homme qui était juste debout dans une rue publique, souriant. Le grondement d'un moteur brisa sa paralysie. Une Mercedes noire s'arrêta à l'entrée principale de la propriété, le chrome brillant au soleil matinal. Gabriel Moreau en descendit, téléphone à l'oreille, déjà en train de parler affaires. Son chauffeur, Marc, s'avança pour ouvrir la portière arrière, se préparant pour quelle que soit la réunion, l'accord ou la chose dangereuse que le parrain avait prévue pour la journée. Le cœur d'Élodie cognait contre ses côtes. Toutes les leçons que sa mère lui avait enseignées lui criaient de rester immobile, de rester silencieuse, de rester invisible. Monsieur Moreau ne connaissait même pas son nom. Elle n'était rien pour lui. Moins que rien. Juste la fille de la femme qui nettoyait ses sols. Mais ensuite, elle se souvint de quelque chose que Sophie avait dit un soir, tard, quand elle pensait qu'Élodie dormait. Elle parlait à Madame Lefebvre, de l'équipe de cuisine. Leur voix était basse et prudente. Monsieur Moreau est dangereux. Oui, impitoyable, mais il a des règles. Des règles étranges. J'ai entendu dire qu'il avait une fois tué un homme pour avoir frappé un enfant. Il a dit que sa mère lui avait appris. Les innocents sont sacrés, surtout les enfants. Élodie regarda le prédateur de l'autre côté de la rue, puis le parrain de la mafia qui ajustait ses boutons de manchette. Elle fit son choix. Et, petite pause. Je peux être franc avec vous une seconde? Si vous appréciez cette vidéo jusqu'ici, j'ai besoin de votre aide. J'essaie d'atteindre 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et je ne vais pas mentir. Chaque nouvel abonnement compte pour moi en ce moment. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est la preuve que ce que je crée atteint réellement les gens et fait la différence. Donc, si ce contenu ajoute de la valeur à votre journée, si vous le trouvez utile ou divertissant, prenez 2 secondes et appuyez sur ce bouton d'abonnement. Cela signifierait vraiment beaucoup pour moi. D'accord, revenons à notre histoire. Gabriel Moreau avait bâti son empire sur sa capacité à lire les gens en quelques secondes. 15 ans à survivre dans un monde où l'hésitation signifiait la mort avait aiguisé ses instincts à la précision du rasoir.
Il pouvait repérer un menteur à 50 pas, identifier un policier infiltré à la façon dont il tenait son café, prédire une trahison avant même que le traître n'ait complètement formé la pensée. Alors, quand la petite fille blonde au visage renfrogné et à l'uniforme scolaire usé apparut à sa portière, la main tendue vers sa veste, il sut immédiatement 3 choses. Elle était terrifiée. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle risquait. Et quoi que ce soit qui l'ait poussée à briser toutes les barrières sociales qui régissaient son monde était suffisamment grave pour qu'on tue pour cela. « Monsieur Moreau, monsieur » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Pouvez-vous s'il vous plaît m'accompagner à l'école aujourd'hui ? Je ne me sens plus en sécurité. » Le monde s'arrêta. La main de Marc se figea sur la poignée de la portière. Son appel téléphonique mourut au milieu d'une phrase. Même l'équipe de sécurité de la propriété, entraînée à réagir aux menaces avec une efficacité mortelle, se contenta de regarder dans un silence stupéfait. Parce que cela n'arrivait pas. Les enfants n'approchaient pas Gabriel Moreau. Les enfants de la domesticité ne le touchaient certainement pas, et personne, absolument personne, ne lui demandait protection comme s'il était une sorte d'ange gardien au lieu de l'homme dont le nom faisait reconsidérer leur choix de carrière au procureur. Élodie. Sophie Lambert surgit des quartiers du personnel, encore en chemise de nuit, les yeux brillants de fièvre et écarquillés d'horreur. Elle trébucha à travers l'allée, tendant la main vers sa fille. « Mon Dieu, monsieur Moreau, je suis tellement désolée. Elle ne voulait pas vous déranger. Elle sait qu'elle ne doit pas. S'il vous plaît, pardonnez. » Mais Gabriel ne regardait pas la mère. Ses yeux s'étaient verrouillés sur l'homme de l'autre côté de la rue. Celui adossé à une camionnette grise aux vitres teintées. Celui dont le sourire avait disparu au moment où Élodie avait approché la Mercedes. Celui dont la posture était familière à Gabriel parce qu'il étudiait l'organisation d'Antonio Rossi depuis 6 mois, depuis qu'ils opéraient en marge de son territoire. Des trafiquants d'enfants spécifiquement, avec un réseau s'étendant d'ici à l'Europe de l'Est. Rossi l'avait approché 2 fois par des intermédiaires, proposant des partenariats, un partage de territoire, des profits mutuels. Les 2 fois, Gabriel avait renvoyé les messagers, avec des doigts en moins. Certains revenus avaient un prix trop élevé à payer. Et maintenant, l'un des chasseurs de Rossi se tenait à 15 mètres de sa propriété, insolent comme l'argent, ciblant un enfant qui vivait sous son toit. Le manque de respect seul valait qu'on tue pour cela. L'implication que le territoire de Gabriel était assez faible, sa réputation assez douce pour que les prédateurs puissent chasser ici sans conséquence, cela valait une guerre. Mais c'était le visage de la petite fille qui scella sa décision. Elle le regardait avec des yeux qui contenaient la même terreur qu'il avait vue une fois, 29 ans auparavant, reflétée dans les yeux de sa mère alors qu'elle se jetait entre lui et les balles d'une famille rivale. Il avait 9 ans, petit pour son âge, trop innocent pour comprendre pourquoi des gens voulaient sa mort juste à cause du nom qu'il portait. Sa mère avait pris 3 balles dans la poitrine. Elle était morte dans ses bras sur le sol de leur cuisine, le sang imbibant la robe jaune qu'elle avait portée à sa pièce de théâtre scolaire. Ces derniers mots, chuchotés par des lèvres déjà bleuies. « Protège les innocents, Gabriel. Promets-le-moi. Ne deviens pas le monstre qu'il pense que tu es. Promets-le-moi. » Il avait fait cette promesse alors qu'elle rendait son dernier souffle. Il l'avait tenue aussi, à sa manière. Les enfants étaient intouchables dans son organisation. La traite des êtres humains était une ligne qu'il ne franchirait jamais. Quiconque blessait des innocents sur son territoire répondait à lui personnellement. Les règles d'engagement, qu'elles aillent au diable. Il était temps de rappeler à Rossi pourquoi ces règles existaient. Gabriel écarta doucement Sophie et s'agenouilla au niveau d'Élodie, son costume chair touchant l'allée poussiéreuse. Il prit sa petite main dans la sienne, tatouée. « Montre-moi qui te suis, astérisque Piccolina astérisque point. » Au moment où la main de Gabriel Moreau se referma sur celle d'Élodie, le quartier commença à s'éveiller d'une manière qui n'avait rien à voir avec le soleil levant. Madame Lefebvre s'interrompit au milieu de son geste en ouvrant sa boulangerie, les mains couvertes de farine gelée sur la poignée, regardant la scène impossible se dérouler. Monsieur Martin sortit de son épicerie, son café oublié, les yeux écarquillés. Des fenêtres s'ouvrirent le long de la rue, au 2e, au 3e étage, les appartements au-dessus de la laverie. Les rideaux s'écartèrent, des visages apparurent, car ce qu'ils étaient en train de voir défiait toutes les lois de leur monde. Gabriel Moreau n'accompagnait pas les enfants à l'école. Gabriel Moreau ne tenait pas la main des petites filles en uniforme usé. Gabriel Moreau ne protégeait certainement pas la fille de sa femme de ménage,
tandis que son équipe de sécurité les encadrait comme si elle était une princesse en visite au lieu d'une enfant de 8 ans vivant dans les quartiers du personnel. Mais il était là, tatoué et dangereux dans son costume à 3000 €, marchant lentement pour s'adapter à la foulée plus courte de l'enfant, écoutant attentivement alors qu'elle parlait d'une voix à peine audible. « Il est toujours là le matin », dit Élodie, pointant devant elle sans regarder directement l'homme qui avait commencé à les suivre à une distance prudente. Près de la boîte aux lettres bleues d'abord, puis il se déplace vers les grilles de l'école. Parfois, il parle au téléphone, mais il ne cesse jamais de regarder. La mâchoire de Gabriel se serra. Le prédateur maintenait une distance de surveillance. Assez près pour intimider. Assez loin pour prétendre à l'innocence. Professionnel. Ça dure depuis combien de temps? 3 semaines. Maman est allée à la police 5 fois. Les petits doigts d'Élodie serrèrent plus fort sa main. Ils ont dit qu'elle imaginait des choses parce qu'elle est. Parce que nous sommes. Parce que vos plaintes n'ont pas le même poids que celles des autres, termina Gabriel tranquillement. La vérité l'ait été mise à nu. Il sortit son téléphone, sans interrompre sa marche. Marc. Oui, patron. La voix de son lieutenant arriva immédiatement. J'ai besoin de vérification de casier judiciaire sur tous les hommes adultes aperçus près de l'école Jules Ferry le mois dernier. Priorité à ceux qui posent des questions sur les horaires des enfants, ceux qui surveillent les grilles, ceux qui conduisent des véhicules adaptés au transport. Je veux des noms, des adresses, des relations connues et des antécédents criminels sur mon bureau dans 2 heures. Compris. Autre chose. Contacte Gréco à la propriété. Les logements d'Alia Thompson sont améliorés immédiatement. Logement du personnel, section B, l'aile rénovée, couverture santé complète, dentaire, tout le package. Que ce soit fait avant la fin de son service aujourd'hui. Il termina cet appel et en composa un autre. Capitaine Mercier. Un silence, puis une voix prudente. Monsieur Moreau, que puis-je faire pour vous? Il y a une menace crédible contre des enfants dans le secteur 7. Je vous envoie un SMS avec une description et une plaque d'immatriculation maintenant. Je vous suggère d'enquêter correctement cette fois-ci, au lieu de rejeter les inquiétudes des mères à cause de leur niveau de vie. Maintenant, attendez une minute, J'ai les enregistrements des 5 conversations de l'officier Martinez avec mademoiselle Thompson. Voulez-vous que je les transmette au bureau du maire ou peut-être aux journaux locaux? Je suis sûr qu'il serait ravi d'entendre comment votre département gère les signalements de sécurité des enfants dans les familles ouvrières. Silence. Puis, nous allons nous en occuper immédiatement. Gabriel rangea son téléphone. Ils étaient à 4 pâtés de maison de l'école maintenant. Élodie n'avait pas lâché sa main. Monsieur Moreau. Sa voix était petite, confuse. Pourquoi vous m'aidez? Maman dit que les gens importants n'aident pas les gens comme nous. Elle dit que nous avons de la chance s'ils ne nous remarquent même pas. Gabriel s'arrêta de marcher. Il s'agenouilla de nouveau, juste là sur le trottoir, ignorant les caméras qu'il savait enregistrer ce moment, ignorant les témoins qui se rassemblaient, ignorant tout sauf la petite fille qui avait été assez courageuse pour demander à un monstre de la protéger. Ta maman a tort sur quelque chose, astérisque Piccolina astérisque, dit-il, sa voix douce mais ferme. Le pouvoir qui ne protège pas les innocents n'est que de la cruauté avec de meilleurs vêtements. J'ai du pouvoir. Un vrai pouvoir. Et si je ne l'utilise pas pour garder en sécurité des enfants comme toi, alors à quoi cela sert-il? Je ne suis qu'un prédateur de plus dans un costume cher. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. Puis, de façon incroyable, elle sourit. Vous parlez comme ma maman quand elle croit que je dors. Elle dit que vous êtes effrayant mais pas méchant. Ta maman est très sage. À 18h ce soir-là, des photos de Gabriel Moreau marchant main dans la main avec une petite fille blonde avaient circulé dans tous les réseaux criminels de la ville. Des copies numériques, des copies imprimées, des copies analysées et discutées dans des arrière-salles, des entrepôts et des bureaux où les affaires légitimes s'arrêtaient et où des entreprises plus sombres commençaient. Antonio Rossi étala 3 des images les plus nettes sur son bureau comme des cartes de tarot prédisant l'avenir de quelqu'un. Il se renversa dans son fauteuil en cuir, les doigts en forme de clocher, un sourire jouant sur ses lèvres qui aurait fait hurler l'instinct d'Élodie. Moreau devient mou, dit-il aux 4 hommes rassemblés dans son bureau d'entrepôt. 15 ans à être intouchable, et maintenant il joue les gardes du corps pour la gosse de la bonne. Victor, le lieutenant de Rossi, prit une photo. Gabriel agenouillé sur le trottoir, regardant Élodie avec quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse. C'est pire que mou.
Il est émotionnellement investi. Cela le rend prévisible. Vulnérable. Exactement. Rossi tapota l'image. Depuis 6 mois, il bloque notre expansion sur son territoire, refuse les partenariats, décline des deals profitables à cause de ses soi-disant principes sur l'innocence et les enfants. Il cracha les mots comme des jurons. Mais maintenant, nous connaissons sa faiblesse. Il a un cœur, et les hommes qui ont un cœur peuvent être manipulés. Danny, le plus jeune de la pièce, s'agita mal à l'aise. Patron, on parle de Morola. Il a tué des hommes pour moins que ce que vous suggérez. Il a tué des hommes qui menaçaient ses affaires, corrigea Rossi. Mais ce n'est pas une affaire. C'est personnel. C'est ça, l'idée. On prend la gosse demain matin. Rapide, propre, avant qu'il puisse réagir. On lui enverra un message. La sentimentalité est une faiblesse qu'il ne peut pas se permettre. Et ensuite? Demanda Victor. Ensuite, on négocie. Il recule sur nos opérations, nous donne 3 territoires, et peut-être qu'on lui rend la gosse indemne. On prouve que sa protection ne signifie rien quand on décide d'agir. Les hommes autour de la table hochèrent la tête, convaincus que c'était la bonne stratégie. C'était comme ça qu'on faisait tomber un roi, trouver ce à quoi il tenait, et menacer de le détruire. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que toute leur conversation était enregistrée. À 3 pâtés de maison de là, dans un appartement que Gabriel avait acheté sous une société écran 6 mois plus tôt, Marc était assis avec un casque, écoutant chaque mot. Le dispositif d'écoute avait été placé lors d'une inspection de routine de l'entrepôt de Rossi, une visite du service incendie que Gabriel avait arrangé, avec de vraies accréditations d'inspecteurs et un inspecteur très coopératif qui comprenait la valeur de regarder ailleurs pendant que les évaluations structurelles étaient effectuées. Marc avait déjà composé le numéro avant que Rossi ne finisse d'exposer son plan. Patron, il bouge demain matin, 8h15, entre la propriété et l'école. Victor et 2 autres. Il prévoit de prendre Élodie. L'utiliser comme monnaie d'échange. Il y eut un silence à l'autre bout. Quand Gabriel parla, sa voix était assez froide pour geler le sang. Laisse-les essayer. Patron? Vous avez bien entendu, Marc. Laisse-les venir. Mais je veux tous les hommes disponibles en position pour cette heure. En civil. Voisins, commerçants, ouvriers. Je veux ce rayon de 6 pâtés de maison saturé avec nos gens qui font semblant d'être des civils. Quand Victor fera son coup, je veux des témoins partout. De bons témoins, du genre qui rend les enquêtes de police très simples. Compris. Et pour la fille. Triple sa protection, mais invisible. Je ne veux pas que Rossi se méfie. Qu'il pense avoir l'avantage jusqu'au moment où il réalisera qu'il est tombé dans un piège. Marc se permit un sourire sinistre. Ça va déclencher une guerre, patron. La guerre a commencé au moment où l'un de ces chasseurs s'est tenu devant ma propriété, traquant un enfant sous ma protection. La voix de Gabriel portait le poids d'une certitude absolue. Demain, nous la rendons juste officielle. Mais après avoir raccroché, Gabriel resta debout à la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville et s'autorisa un moment d'honnêteté brutale. Rossi échouerait demain. La tentative d'enlèvement serait déjouée. Mais les hommes comme Rossi n'acceptaient pas l'échec tranquillement. Ils escaladaient. Ils se vengeaient. Ils faisaient des exemples. Et il y avait des dizaines d'enfants dans cette ville sans parrain de la mafia pour les protéger. La guerre ne faisait que commencer. Et Gabriel savait exactement combien de sang cela coûterait avant qu'elle ne se termine. Sophie se réveilla avec la lumière du soleil traversant des fenêtres qui n'auraient pas dû exister dans son logement exigu. Elle cligna des yeux, désorientée, encore embrumée par la fièvre, et réalisa qu'elle n'était plus dans sa petite chambre. L'espace était 3 fois plus grand. Des murs propres peints d'un crème chaud. Des meubles neufs, un vrai lit avec une tête de lit, un petit coin salon avec un canapé, une kitchenette avec des appareils modernes. Des fournitures médicales étaient posées sur le comptoir, des antipyrétiques, du sirop contre la toux, des antibiotiques, même un thermomètre encore dans son emballage. Un mot manuscrit reposait sur la table de chevet, d'une écriture masculine précise. Le courage de votre fille a inspiré cela. Vous méritez toutes les 2 mieux. GM. Les mains de Sophie tremblaient en tenant le mot. Elle avait travaillé 3 ans dans ces quartiers, sans jamais se plaindre, sans jamais rien demander au-delà de son salaire. Et en une matinée, parce que sa fille avait été assez courageuse pour demander de l'aide, tout avait changé. Elle trouva Élodie déjà habillée pour l'école, sac à dos prêt,
debout près de la fenêtre, regardant la rue en bas. « Maman, il y a beaucoup de gens dehors aujourd'hui. » Ce matin-là, quand la Mercedes de Gabriel Moreau s'arrêta aux grilles de la propriété, il n'était pas seul. 8 de ces hommes l'encadraient, visibles et armés. Mais autre chose s'était passé pendant la nuit. Quelque chose qui fit même lever les sourcils de Marc, surpris. Le quartier s'était réveillé. Madame Lefebvre se tenait devant sa boulangerie avec un plateau de pâtisserie fraîche et une expression déterminée. Monsieur Martin se positionna au coin de la rue, les bras croisés, observant. Des parents accompagnaient leurs enfants à l'école plus tôt que d'habitude, formant de petits groupes le long du trajet vers l'école Jules Ferry. Le vide matinal habituel avait été remplacé par une présence, délibérée, intentionnelle. Le mot s'était répandu, non par des canaux officiels, mais par le réseau de murmures qui connectait chaque famille ouvrière du quartier. Gabriel Moreau protégeait l'un des leurs. Et si l'homme le plus puissant de la ville pensait que leurs enfants valaient la peine d'être défendus, peut-être devraient-ils agir en conséquence, eux aussi. À 8h15 précisément, Victor et 2 hommes émergèrent d'une camionnette garée à 3 pâtés de maison de l'école. Leur plan était simple. Prendre la fille pendant la fenêtre étroite entre la propriété et l'école. La jeter dans la camionnette, disparaître dans la circulation avant que quiconque puisse réagir. Mais quand ils s'avancèrent vers Élodie, marchant main dans la main avec Gabriel, quelque chose d'impossible se produisit. Madame Lefebvre se plaça directement sur leur chemin, tenant son plateau de pâtisserie comme un bouclier. « Excusez-moi, messieurs. Puis-je vous offrir quelque chose ? Vous avez l'air d'être dans le mauvais quartier. » Monsieur Martin apparut à l'épaule gauche de Victor. « Oui, définitivement perdu. L'école est par là. Vous êtes des pères ? Je ne vous reconnais pas des réunions de parents d'élèves. » D'autres voisins se matérialisèrent. Pas menaçants, pas armés, juste présents, créant un mur humain entre les prédateurs et leur proie avec rien d'autre que leur corps et leur volonté d'être vus. La main de Victor bougea vers sa ceinture, mais se figea lorsqu'il réalisa ce qu'il voyait. 20 personnes, 30 parents avec leurs enfants, des commerçants, des employés de bureau se rendant à leur travail du matin, tous s'arrêtant, tous regardant, tous positionnés entre lui et la cible. « C'est notre quartier », dit Madame Lefebvre tranquillement, son accent épais mais ses mots cristallins. « Ce sont nos enfants. » Le son des sirènes traversa l'air matinal. 2 voitures de police arrivèrent, gyrophares allumés. Des officiers en sortirent, les mains sur leurs armes. Répondant à une dénonciation anonyme concernant une tentative d'enlèvement présumée, avec description du véhicule, numéro de plaque et photo des suspects, le capitaine Mercier en personne s'avança. « Victor Slade, nous devons vous emmener avec nous. Nous avons quelques questions sur vos activités dans ce secteur. » Alors que Victor était emmené menotté, ses 2 associés suivants, Gabriel se tourna pour s'adresser à la foule qui s'était rassemblée. Sa voix porta à travers la rue, et pour une fois, la peur que les gens ressentaient habituellement lorsqu'il parlait était absente, remplacée par autre chose. Quelque chose comme du respect. « Voilà, » dit-il simplement, désignant les voisins qui avaient tenu bon. « Voilà ce qui se passe quand une communauté décide de protéger les siens. Merci. » Le coursier arriva à 14h47. Professionnel et anonyme dans un uniforme discret, il livra une enveloppe manie sans adresse d'expéditeur. Marc signa le reçu, ses instincts hurlant déjà que quelque chose n'allait pas avant même d'avoir ouvert le rabat. À l'intérieur se trouvaient 4 photos d'école. Des portraits standards 10x15, du genre que les parents achètent chaque année et exposent sur les cheminées et les frigos, sauf que celles-ci avaient été marquées de croix rouge. Des traits violents barrant les visages souriants d'enfants. Miguel Santos, 7 ans, de l'école Saint-Augustin, pris dans la cour de récréation à 13h15. Chloé Lee, 9 ans, de l'académie Riverside, disparue pendant la sortie des classes à 14h. Isabelle Torres, 6 ans, de l'école Sainte-Trinité, vue pour la dernière fois dans le parking à 14h20. Marcus Dubois, 10 ans, de l'école du Nord, disparu en rentrant à pied à 14h35. 4 enfants, 4 écoles différentes, 4 quartiers où Gabriel Moreau n'avait aucune présence, aucune influence, aucune capacité d'intervention. Tous pris en moins de 90 minutes après l'arrestation de Victor Slade. Le message griffonné au dos de chaque photo était identique. Écrit d'une écriture élégante qui parlait d'éducation et de calcul. Vous en avez sauvé un, nous en avons pris 4. Vous ne pouvez pas tous les protéger, Moreau. Mais c'était la 5e photographie qui glaça le sang de Marc.
Élodie Lambert souriant sur sa photo de classe de l'année dernière. Nat blonde soignée, yeux brillants. Quelqu'un avait dessiné un viseur sur son visage à l'encre rouge. Le message sur celle-ci était différent. Demain, la fille de la bonne paiera pour votre arrogance. Marc se dirigeait déjà vers le bureau de Gabriel lorsque le cri de Sophie résonna dans la propriété. Elle apportait le service de thé de l'après-midi lorsqu'elle avait vu les photos étalées sur le bureau de Marc. Le plateau s'écrasa sur le sol de marbre, la porcelaine se brisant alors que ses genoux cédaient. Mon Dieu! Mon Dieu! Non! C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû la laisser vous demander de l'aide. Ces enfants! Ces pauvres enfants! À cause de nous! À cause d'Élodie. Maman. Élodie courut depuis les quartiers du personnel, attirée par l'angoisse de sa mère. Elle vit les photos, vit les croix rouges et son jeune visage pâli, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle s'agenouilla près de sa mère avec un sang-froid qui n'aurait pas dû exister chez une enfant de 8 ans. Non, maman. Ce n'est pas de ta faute. C'est de sa faute. Sa voix était ferme, certaine. Au mauvais homme qui prend les enfants. Pas toi. Pas moi. Pas Monsieur Moreau. Gabriel était arrivé entre-temps, son visage un masque de fureur glaciale alors qu'il saisissait la scène. 4 enfants disparus. 4 familles détruites. Tout cela parce qu'il avait osé protéger une petite fille qui lui avait demandé de l'aide. Élodie leva les yeux vers lui, sa main tenant toujours celle de sa mère. Et dans ses yeux se trouvait quelque chose qui faillit le briser. Une confiance absolue et inébranlable. Vous allez l'arrêter, n'est-ce pas, Monsieur Moreau? Vous allez retrouver ses enfants et les ramener à la maison. Le poids de cette confiance était plus lourd que toute dette qu'il avait jamais portée. Plus contraignant que tout serment qu'il avait jamais prêté. 4 enfants qu'il n'avait jamais rencontrés. Pris parce qu'il avait fait paraître Rossi faible. 4 familles qui n'avaient rien fait d'autre que vivre dans des quartiers où le mauvais prédateur opérait. C'était le prix de la protection. C'était ce qui se passait quand on traçait une ligne dans le sable contre des hommes qui voyaient les êtres humains comme des marchandises. Ils ne reculaient pas. Ils escaladaient. Ils vous forçaient à choisir entre celui que vous aviez promis de protéger et les nombreux autres que vous n'aviez pas promis. Sauf que Gabriel Moreau n'avait jamais été bon pour accepter des choix impossibles. Il s'agenouilla près d'Élodie, rencontrant son regard avec la même honnêteté qu'il avait montré ce premier matin. Oui, astérisque Piccolina astérisque. Je vais les retrouver. Tous. Et je vais m'assurer que cela n'arrive plus jamais. Promis. Il pensa aux derniers mots de sa mère. À la promesse qu'il avait faite 29 ans plus tôt, à la petite fille devant lui qui avait été assez courageuse pour demander de l'aide à un monstre, et assez gentille pour croire qu'il pouvait être plus que ce qu'il était. Je te le promets. Marc exposa les mathématiques brutales des choix impossibles sur le bureau de Gabriel comme un médecin légiste effectuant une autopsie. Des cartes marquées de cercles rouges. Des allocations de ressources, des déploiements de personnel, des chiffres qui ne mentaient pas. Nous ne pouvons pas faire les deux, patron. Sa voix était posée, professionnelle, la voix d'un homme qui avait déjà pris des décisions difficiles. Nous n'avons pas les effectifs pour fortifier la propriété mener une recherche à l'échelle de la ville pour 4 enfants disparus. Rossi le sait. C'est pourquoi il a fait ça. Nous forcer à choisir. La stratégie intelligente, c'est une protection de forteresse autour d'Élodie et Sophie. Verrouiller la propriété. Laisser la police gérer les enlèvements. Nous tenons notre promesse envers celles que nous pouvons réellement protéger. Gabriel fixa les photographies. Miguel Santos, 7 ans, sourire édenté sur sa photo d'école. Chloé, 9 ans, portant des lunettes trop grandes pour son petit visage. Isabelle Torres, 6 ans, avec des rubans dans ses cheveux foncés. Marcus Dubois, 10 ans, l'air sérieux comme s'il portait déjà le poids des attentes de son quartier. 4 enfants qu'il n'avait jamais rencontrés. 4 familles qui ne lui avaient jamais rien demandé. 4 vies suspendues à un fil parce qu'il avait osé accompagner une petite fille à l'école. Par la fenêtre de son bureau, il pouvait voir Élodie aider sa mère à s'asseoir sur le canapé de leur nouveau logement, apportant de l'eau, parlant de cette voix calme qui n'aurait pas dû appartenir à un enfant qui venait d'apprendre qu'elle avait une cible dans le dos. Marc suivit son regard. Elle est en sécurité ici, patron. Nous pouvons la garder en sécurité. Mais ces autres enfants, ils sont dans 4 endroits différents maintenant. Peut-être déjà hors de la ville. C'est une bataille perdue d'avance.
Ne jetez pas ce que vous pouvez protéger en essayant de sauver ce que vous ne pouvez pas. C'était la stratégie intelligente, logique, la stratégie que toutes les règles du crime organisé lui dictaient de suivre. Protégez les vôtres. Limitez vos pertes. Ne laissez pas l'émotion outrepasser la stratégie. Gabriel pensa à sa mère, robe jaune trempée de rouge, chuchotant ses derniers mots avec du sang sur les lèvres. Protège les innocents, Gabriel. Promets-le-moi. Il avait 9 ans. Un enfant, le seul enfant qu'elle pouvait sauver. Mais il n'avait plus 9 ans. Il n'était plus impuissant. Il était Gabriel Moreau, et il contrôlait la moitié des infrastructures de la ville, un quart de son appareil politique, et assez de ressources pour mener une guerre qui redessinerait tout le paysage criminel. Alors nous créons les ressources, dit-il tranquillement. Marc cligna des yeux. Monsieur. Quadruple la sécurité autour d'Élodie et Sophie. Je veux cette propriété verrouillée comme une installation militaire. Mais mobilise aussi tout le monde, et je dis bien tout le monde. Chaque associé, chaque contact, chaque dette qu'on nous doit, chaque faveur en attente. Retirer des gens des docks, des chantiers, des opérations de jeu. Je me fiche que les affaires s'arrêtent une semaine. Nous retrouvons ces enfants. Patron, cela va à l'encontre de toutes les règles du crime organisé. Oui, je sais. Gabriel se leva, sa décision. Cristallisant en certitude. Obtenez-moi les adresses des familles. Les 4. 1 heure plus tard, Gabriel Moreau entra dans le petit appartement de Miguel Santos, dans le quartier où la mère du garçon était assise, entourée de policiers inutiles et de voisins impuissants. Il vint seul. Pas de garde, pas d'armes, pas d'étalage de pouvoir. Juste un homme en costume cher avec des tatouages sur le cou et de la culpabilité dans les yeux. Madame Santos, je m'appelle Gabriel Moreau. Je suis là pour aider à retrouver votre fils. Elle leva les yeux gonflés. Aider? Vous êtes la raison pour laquelle il est parti. Tout le monde sait que Rossi a pris ses enfants à cause de vous. L'accusation tomba comme une lame entre ses côtes parce qu'elle était vraie. Vous avez raison, dit-il simplement. C'est ma faute, c'est pourquoi je ramènerai Miguel à la maison. Pas de paiement, pas de dette. C'est ma responsabilité. Il s'agenouilla devant elle, cette mère en deuil dans son petit appartement, et fit la même promesse qu'il avait faite à Élodie. Puis il visita la famille de Chloélie, celle d'Isabelle Torres, celle de Marcus Dubois. Chaque fois, il s'agenouilla. Chaque fois, il promit. Ce soir-là, sur une place du quartier bondée de parents effrayés et de curieux, Gabriel fit une déclaration publique qui brisa toutes les traditions du crime organisé. Tout enfant sur ce territoire est désormais sous ma protection. Si vous voyez quelque chose de suspect, appelez ces numéros. Il brandit des cartes avec des coordonnées. Pas de représailles, pas de coups, pas de conditions. La sécurité de vos enfants n'est pas négociable. Quelqu'un dans la foule cria. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Gabriel croisa le regard du parleur. Parce qu'une courageuse petite fille m'a fait confiance la première, et j'ai refusé de lui donner tort. Le premier tuyau arriva à 23h47, de la part d'un gardien qui avait vu une activité suspecte dans une usine textile abandonnée à l'est. Il n'avait jamais rien signalé à la police auparavant. Les gens dans sa position apprenaient que s'impliquer signifiait tout risquer. Mais il avait entendu la promesse de Gabriel Moreau sur la place. Il avait vu les photos des enfants disparus, et il décida que certaines choses comptaient plus que de rester invisibles. Le deuxième tuyau arriva 20 minutes plus tard, d'une infirmière de nuit qui avait remarqué un homme achetant des quantités inhabituelles de médicaments pour enfants dans une pharmacie de nuit. Le troisième, d'un livreur qui avait vu une camionnette grise aux vitres teintées. La même camionnette que sur les photos de surveillance, garée derrière un entrepôt dans le secteur 9. Soudain, les gens parlaient. La même communauté qui avait appris à ne rien voir, à ne rien entendre, à ne rien dire retrouvait sa voix parce qu'une petite fille avait retrouvé la sienne en premier. À 3 heures du matin, Marc avait triangulé l'emplacement. Un complexe d'entrepôts sur le front de mer industriel, techniquement en dehors du territoire de Gabriel, mais assez proche. 4 signatures thermiques sur l'imagerie thermique. De petits corps ne bougeant pas beaucoup. Le raid eut lieu à l'aube. Une alliance compliquée entre l'organisation de Gabriel et l'unité tactique du capitaine Mercier. Le genre de coopération qui n'apparaîtrait jamais dans un rapport officiel, mais qui donnait des résultats quand les canaux habituels du système étaient trop lents. Miguel Santos émergea le premier, effrayé mais indemne, courant dans les bras de sa mère. Puis Chloélie,
Isabelle Torres et Marcus Dubois. 4 enfants qui avaient disparu pendant 18 heures mais qui semblaient avoir été absents 18 ans pour leur famille. Antonio Rossi fut arrêté alors qu'il tentait de fuir par une sortie de secours. Son réseau, bâti sur la peur et le secret, s'effondra au moment où les gens cessèrent d'avoir peur de parler. Victor fournit des preuves en échange d'une peine réduite. Nom, adresse, compte bancaire, tout ce qu'il fallait pour démanteler une opération qui fonctionnait dans l'ombre depuis 5 ans. 3 jours plus tard, lors d'une réunion communautaire sur la même place où Gabriel avait fait sa promesse, Sophie Lambert fit quelque chose qui aurait été impensable une semaine plus tôt. Elle se leva. « Je m'appelle Sophie Lambert, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Je suis femme de ménage. Je nettoie la propriété de Monsieur Moreau. Personne n'écoute les femmes de ménage. Nous sommes censés être invisibles, reconnaissantes, silencieuses. Mais ma fille a été plus courageuse que moi. Quand elle avait peur, elle a demandé de l'aide. Quand j'avais peur, je suis restée silencieuse. » Elle regarda autour d'elle les visages qui l'observaient, des visages comme le sien. Des gens qui travaillent, des gens invisibles. Si une petite fille de 8 ans peut trouver le courage de parler, quelle est notre excuse? Si elle peut le faire, nous le pouvons tous. Les applaudissements commencèrent lentement, puis se construisirent comme un tonnerre. Cette même semaine, Gabriel créa la Fondation Moreau pour la sécurité des enfants, financée par ses entreprises légitimes de construction et de transport maritime. Staffée par d'anciens travailleurs sociaux et des policiers retraités qui se souciaient réellement. Une ligne téléphonique répondue 24h24. Des ressources pour les familles. Une pression sur les autorités pour qu'elles prennent les signalements au sérieux, indépendamment de qui les déposait. 2 semaines après ce premier matin, Gabriel accompagna de nouveau Élodie à l'école. Mais cette fois, il n'était pas seul. Des dizaines d'enfants marchaient avec lui. Miguel Santos tenant la main de sa mère. Chloé Lee bavardant avec ses amis. Isabelle Torres sautillant devant avec des rubans dans les cheveux. Marcus Dubois marchant droit comme s'il savait qu'il était en sécurité. Sophie marchait aussi, la tête haute. Non plus invisible, mais vue. Vraiment vue. Aux grilles de l'école, Élodie regarda Gabriel avec ses yeux sérieux qui avaient tout déclenché. « Monsieur Moreau, les méchants sont tous partis maintenant. Ceux qui étaient ici, oui. Mais il y aura toujours d'autres méchants. Astérisque Piccolina astérisque. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. C'est pourquoi votre communauté doit rester éveillée. Et vous nous aiderez. » Il s'agenouilla une dernière fois. Ce rituel qui était devenu le leur. « Tu m'as appris quelque chose d'important. Le pouvoir sans but n'est que de la violence. Pendant des années, j'ai eu du pouvoir, mais pas de vrai but. Merci de m'avoir montré la différence. » Élodie sourit, ce sourire intrépide qui avait tout changé, et l'embrassa avant de courir rejoindre ses amis. Gabriel se releva, regardant les enfants disparaître dans l'école, et réalisa que la petite fille qui avait été trop effrayée pour marcher 6 pâtés de maison seule avait réveillé en lui quelque chose que des décennies de violence avaient enfoui. La capacité à protéger plutôt qu'à détruire, à construire plutôt qu'à démolir, à être le gardien que sa mère était morte en espérant qu'il deviendrait. Un acte de courage, une simple demande, un enfant assez brave pour demander de l'aide à un monstre. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tout changer. Abonnez-vous. Parce que le courage n'a pas d'âge, de classe sociale, de frontières, et parfois, le gardien le plus improbable est exactement ce dont l'innocence a besoin. La guerre pour la sécurité de chaque enfant ne fait que commencer. Et les héros ne sont pas toujours ceux que vous attendez.